right here. Bonsoir et bienvenue dans Zemmour et Nolo, 90 minutes d'échange, d'analyse, de décryptage de l'actualité avec nos deux Éric fin prêt. Voici tout de suite la bande-annonce. La campagne pour les élections régionales a commencé cette semaine. Quelles conséquences auront les attentats du 13 novembre sur le scrutin? Zemmour et Nolo y répondront dans le match. Puis, Frédéric Mitterrand nous rejoindra pour parler de l'horreur en Tunisie. Un nouvel attentat commis hier qui aurait fait une quinzaine de morts en pleine capitale. La grande coalition souhaitée par François Hollande se fera-t-elle, mais surtout réussira-t-elle à vaincre Daesh? Pour en débattre, nous recevrons l'expert militaire Pierre Servan et Jean-Louis Bourlange, ancien député européen. Lui aussi est un ex-député européen et coprésident du groupe Vert au Parlement. Jusqu'à l'année dernière, il sera notre grand témoin du soir. Dany Le Rouge, puis Dany Le Vert, c'est Daniel Cohn-Bendit. Sans oublier la semaine politique vue par notre ami Tanguy Pastureau. Allez, c'est parti. Bonsoir Éric. Bonsoir. Bonsoir Éric. Bonsoir Valérie. Attention, regardez juste derrière moi. Ah, c'était lundi soir au Bouffe du Nord. Alors Éric, vous étiez sur scène. Je crois même que vous avez réussi à ramener Éric Zemmour au Bouffe du Nord. Oui. Il était dans les coulisses. Il était dans les coulisses, ça lui a rappelé sa jeunesse. Racontez-nous un peu. Et oui, et ben, écoutez, voilà, je suis monté sur scène avec mon idole et c'était un moment magique et je suis encore sur le nuage. Mais là, je vois Zemmour et je redescends immédiatement. Vous Voilà, aussi, c'est retour à la réalité. Retour voyez, à la dure réalité. Voilà. Mais je suis là pour ça. C'est ça, pour le retour à la réalité. C'était bien? C'était très bien. Ça. On avait l'impression d'être dans les années 70, donc ça pouvait pas me déplaire. Bon, super. Alors attention, hein, les chronomètres, je les remets à zéro. Alors, Et oui, ça y est. Valérie, Oui, je vous dites-moi. demande pas d'être équitable. Je sais que Non, c'est pas je n'y votre arrive pas. Je n'y arrive Je vous pas. demande juste de ne Non. pas être trop inéquitable Très en bien. faveur de Zemmour. C'est tout ce que je demande. Je vais faire attention, promis, promis juré. Allez, les compteurs sont à zéro. Le match peut commencer. 10 jours après les attentats les plus meurtriers que la France ait connus, la campagne pour les élections régionales reprend. Est-ce que cette tragédie peut avoir des répercussions dans les urnes, Éric Nolot? Ben, si j'avais une boule de cristal, je vous répondrais avec plus de certitude, parce que je me méfie beaucoup de ce qu'on annonce dans les sondages, que les gens disent dans les sondages, et ce qu'ils vont faire vraiment dans les urnes. Je ne sais pas si ça va être révolutionnaire. Et puis c'est très contradictoire ce qu'on essaye d'en comprendre. La période profite à Hollande, évidemment, en reconnaissance en tant que chef de guerre, mais pas tellement aux socialistes, qui vont quand même prendre une bonne déculottée. Ça profite à Marine Le Pen comme candidate, mais pas tellement comme personnalité nationale, comme si dans la tête des Français, il y avait une sorte de dichotomie. La France est une affaire trop sérieuse pour être confiée au Front National, mais peut-être qu'une région, on peut essayer. C'est un peuple plein de discernement et de logique. Ce qu'on peut dire, c'est sur le plan symbolique, bon, je pense que les Républicains vont quand même reprendre quelques régions. Le grand perdant, symboliquement, parmi les personnalités nationales, c'est quand même Sarkozy, là, qui a beaucoup de mal, parce qu'il est pris entre tout sécuritaire de Hollande et puis le Front National qui dit qu'il faut en faire plus. Mais je pense pas que ça va beaucoup affecter son parti. Après, ce que je trouve étonnant, c'est que le Front National, qui a l'air d'être objectivement le grand gagnant, l'est sur des thèmes sécuritaires qui sont un peu étranges. Parce que par exemple, PNR, Marine, le fichage des passagers d'avion, Exactement. elle Ils n'en était, veulent pas. non, elle y était défavorable avant, elle y est toujours défavorable. Et puis on a eu, ça paraît loin maintenant avec tout ce qu'on a eu, mais on a quand même eu un député Front National qui est allé sortir d'affaire de présumés trafiquants de drogue, Exact. alors que le Front National nous explique depuis des années que c'est l'enfer, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, et que le trafic de drogue est un cancer. Donc c'est très étrange que ça leur profite à ce point-là, alors qu'ils sont si ambigus sur les thèmes sécuritaires. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Mais je vais. Tiens. Mais je vais argumenter. Bien sûr. Non, parce que d'abord, alors deux choses. La première, pour les élections régionales, je suis pas loin d'être d'accord avec Éric, parce que on a eu l'exemple des départementales qui étaient juste après les attentats de janvier et qui n'ont pas changé fondamentalement le vote. Et manifestement, il y avait ce matin dans le Figaro un sondage sur les élections régionales qui confirme un peu cette idée-là. Je vous les donne vite. Front National à 29, Républicain à 27, PS à 22. Donc vous voyez, c'était comme avant les. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je vais dans ton sens, parce qu'effectivement, apparemment, Ça ne change pas grand-chose. c'est-à-dire que j'ai l'impression que les Français font la séparation des ordres. Il y a les élections régionales, et puis il y a la présidentielle. Là, c'est pour la nation, et les régionales, c'est pour les. Alors non régions. seulement tu es d'accord avec moi, mais tu répètes ce que je dis. Donc Tout à fait, c'est c'est vraiment le plaisir de me contredire. Non, j'ai dit, j'étais d'accord avec cette partie-là. Profitez, Nolo.
Non, j'étais d'accord avec cette partie-là. Je suis pas d'accord avec la dernière partie de ton raisonnement. D'accord. Qui est le Front National, ils sont ambigus sur le plan sécuritaire, Oui. et alors qu'ils profitent, c'est pas normal. Oui. Mais parce que je crois que tu n'as pas vu ce qui se passait vraiment. Ce n'est pas une question sécuritaire. Séquence toute l'année à peu près, et en particulier depuis le 13 novembre, nous revenons à une conception nationale de la politique, de la société, etc. On met on chante des Marseillaises partout, on arbore des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. On va en reparler avec Cohn-Bendit, parce que je pense que c'est un des sujets majeurs qui va nous opposer et dont il faut crever l'abcès. Je pense que nous sortons du poste national qui a régné. On est de la même génération, Eric et moi, depuis Maastricht, on peut dire. On est d'accord là-dessus? Non, mais oui, non, ça oui. Maastricht, Enfin, on est d'accord. Je pense qu'on sort de là. Et je ne sais pas si ça va durer. Moi, je pense que oui. Et donc, mais c'est ça c'est pour ça que je te dis, j'étais pas d'accord avec toi. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Marine Le Pen, tu aurais pu être beaucoup plus critique. Tu aurais pu dire que depuis 1 an, elle parle beaucoup plus d'économique et de social, et que c'est d'ailleurs un des reproches majeurs que lui faisait son père. Et c'est son père qui est validé aujourd'hui. C'est son père qui avait raison. Le vrai sujet, c'est l'immigration, l'islam et la nation. C'est le père de Marine Le Pen qui avait raison. C'est pas Marine Le Pen. Mais elle engrange quand même parce que pour les gens c'est la même chose. Est-ce que vous pensez que les citoyens vont quand même plus fortement se mobiliser? Je suis pas sûr. Pas sûr. Pour les régionales, je suis pas. J'en sais rien. Hein, il a raison. Non, mais je vois pas tellement le rapport entre l'immigration et le terrorisme là. Quel est le rapport là? Alors là, tu vois, ce genre de questions m'intéresse toujours. Oui, moi aussi. C'est la réponse surtout qui m'intéresse. Les terroristes, ils sont, comment te dire ça, ils étaient là sous Clovis. Ah d'accord, donc c'est... Oui, donc non mais dis-moi, réponds-moi à la question. Est-ce qu'ils étaient là sous Clovis? Est-ce qu'ils ont bien connu Louis XIV? Je te demande s'il y a un rapport direct. Ah ben direct. Ah bon, entre immigration et terrorisme. Non, ça s'arrête. On est obligé de remonter aussi loin? Ah oui, alors excusez-moi, c'est évidemment... Parce que tu sais qu'il y a eu des terroristes dont la famille était là en France depuis Clovis, et depuis Vercingétorix. Oui, donc, et qui ont été convertis à l'islam. Ah non, je parle d'autres formes de terrorisme. Moi, je te parle de ça. Oui, d'accord. Tu peux me parler aussi des guerres entre Napoléon et les Anglais. Non, je te parle du terrorisme. Je te parle du terrorisme. Moi, je te parle du terrorisme d'aujourd'hui, du 13 novembre et du 7 janvier. Il ne faut pas jouer sur les mots. Donc le terrorisme aujourd'hui, c'est effectivement lié à l'immigration et à l'islam. Pour moi, c'est une évidence. À l'islamisme. Tous les Français, c'est l'islamisme, soyons précis non, à chaque fois. pour moi, l'islam, c'est l'islamisme. On va pas refaire le débat, c'est pas possible. Mais alors ne me reprends pas. Bah si, alors ne me reprends pas. L'islamisme. Ne me reprends pas, je ne céderai pas là-dessus. Ces gens-là ne se réclament pas de l'islam, ils se réclament de l'islamisme. De l'islam. Bah non. L'islamisme est un islam en marche. Non. Tous les spécialistes. Faux. Tous les extrémistes le disent, mais pas tous les spécialistes. Mais non. Allez, sûr. Tous les on a déjà fait. On a déjà fait ce débat, c'est ce que j'allais dire. Je finis sur Sarkozy d'un mot. Oui. La catastrophe pour les Républicains, ça serait que le Front National gagne 3 régions, le Nord, PACA, et l'Alsace, que les socialistes s'en tirent dans 5 régions, c'est possible. J'avais noté Île-de-France, Bretagne, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Et donc, qu'il ne reste que 5 régions pour les Républicains à se partager en plus avec les centristes. Avec les centristes, absolument. Ça serait une catastrophe pour Sarkozy et pour le parti. Voilà. Très bien. Je voulais dire ça. Ce serait une catastrophe pour Sarkozy en tant que tel et en tant que chef de parti. Et c'est ça. Voilà, Rendez-vous les 6 et 13 décembre prochains. Je voulais dire ça parce que c'est quand même... On en reparlera après les résultats. C'est déjà donc la fin de ce match. Nous venons d'évoquer les attentats en France. Mais hier, en fin d'après-midi, une bombe visant un bus de la sécurité présidentielle transportant des forces de l'ordre a explosé dans le centre-ville de Tunis. Pour en parler, nous accueillons Frédéric Mitterrand. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes ancien ministre de la Culture et de la Communication. Vous êtes également franco-tunisien. Vous avez la double nationalité. Comment vous avez réagi en apprenant ces événements? Comme je réagis chaque fois qu'il y a des événements semblables, qu'ils se passent en France, au Mali, ou ailleurs. En Espagne il y a 10 ans. Voilà. Je suis sidéré et triste. Comment vous expliquez? Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe en ce moment? Mais qui comprend quoi par rapport à ce qui se passe? Éric Zemmour a des réponses, lui, que j'ai entendu tout à l'heure, je ne les partage pas du tout. Oui, mais
La Tunisie, c'est un cas un peu particulier. Tout le monde, on peut aligner les arguments que tout le monde connaît. C'est le seul pays arabe où il y a une démocratie en marche. Absolument. C'est un pays qui a une frontière commune avec la Libye très longue et très perméable en fait. La Libye est devenue une antenne du pseudo-califat puisque toute la région de Sirte, il y a 200 kilomètres où c'est complètement aux mains des séides de Daesh. Merci Sarkozy. Il y a partout des armes qu'on peut acheter pour rien, qu'on peut faire passer de partout. Il y a des reliquats de maquisards de la période algérienne de l'autre côté. Il y a donc énormément d'éléments pour qu'il se passe à Tunis ce qui se passe aussi en France. Mais la question, c'est que la démocratie en Tunisie, c'est une lumière un peu fragile. Ah bah oui, Qu'est-ce que les Français peuvent faire pour que ça ne s'éteigne pas complètement? Qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Vous connaissez très bien ce pays. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent ce qu'on rapporte pour l'instant, c'est-à-dire pas mal d'aide au point de vue sécuritaire. Mais bon, aide-toi, le ciel t'aidera. Il n'y a que eux qui peuvent malheureusement résoudre leurs problèmes. Changer les choses de l'intérieur. En même temps... Changer les choses de l'intérieur, ils le font. Oui. Ils le font en développant une politique beaucoup plus sécuritaire que par le passé. Mais évidemment, c'est difficile et ils ont le même problème que nous avons, nous. Alors là, sur ce point-là, je peux rejoindre un peu Éric Zemmour. C'est-à-dire ils ont aussi des imams fous. Qui dans les mosquées disent n'importe quoi. Alors ils ont essayé de fermer, il y avait 60 mosquées salafistes, ils ont essayé de les fermer, mais elles se reconstituent un peu partout. Frédéric Mitterrand, ils ont beaucoup de gens qui partent aussi se battre pour Daesh, comme en France. Oui, mais ça... maintenant, mais plus avant, c'est vrai que la frontière... Ils en ont, mais comme il y en a dans tout le monde arabe. Absolument, je ne dis pas que c'est les seuls. Mais moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va se passer une chose assez cataclysmique, mais à mon avis inévitable, c'est qu'il y aura une intervention en Libye. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas laisser la Libye être comme un chantre, comme ça, contre l'Europe et complètement aux mains. Il fallait pas y aller. Voilà. Il fallait pas y aller. Non, ça je sais pas. Je ne fais pas partie des donneurs de leçons sur ce qui s'est passé avant, etc. Il y a tellement d'options. Attendez, vous m'invitez, vous me laissez parler 2 minutes. Je fais que ça. J'ai pas dit un mot. On vous écoute. Je pense. Non, mais c'est vrai. Non, mais tout de suite. J'ai pas dit un mot. Bon. Vous exagérez, je vous laisse parler. Non, j'exagère pas du tout. Je dis simplement que j'essaye sur une situation tragique qui remplit les cœurs de larmes. Il faut pouvoir s'exprimer en prenant son temps. Et donc, je ne veux pas revenir sur il fallait pas y aller ou il fallait y aller, je sais pas. Je ne sais pas. Il fallait peut-être y aller, mais peut-être il fallait y rester. Ça, c'est encore autre chose. Bon, enfin bref, c'est un autre problème sur lequel on pourrait parler pendant 1 heure. Bien sûr. Et en établissant des responsabilités sur lesquelles, là, peut-être encore, je rejoindrai Éric Zemmour. Ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, on peut pas laisser à des encablures très proches de l'Europe et notamment de la France, un pays qui n'est plus un pays, qui est devenu un chaos indescriptible, où les armes circulent partout, où évidemment les terroristes sont chez eux en parfaite impunité, et où ça menace un pays en cours de démocratie comme la Tunisie, ou un pays qui n'est pas démocratique, qui est beaucoup plus puissant, mais qui est aussi très fragile, qui est l'Égypte. Et un jour ou l'autre, les Égyptiens vont en avoir marre et vont vouloir rentrer. Cher Frédéric, l'Algérie aussi. À la mort de Bouteflika, tout va péter. Je suis pas sûr, puisque d'abord il est déjà presque mort, et donc c'est un régime, ils sont habitués, c'est un régime. Effectivement. Vous savez, ce sont des pays où c'est pas. Comme vous me dites, la colonie a duré des années. C'est pas celui qui est au pouvoir qui compte le plus, parce qu'en fait il n'est pas au pouvoir. Celui qui est au pouvoir, c'est un millier de personnes qui sont là, qui jouissent de prébendes depuis très très longtemps. Frédéric, voilà. Je reviens un peu en arrière quand même. Il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit de tirer des leçons. Notamment quand on va faire la police, on la fait jusqu'au bout. Non mais oui, non mais enfin. Ou on n'y va pas. Ou on n'y va pas. Mais qu'est-ce qui vous met mal à l'aise dans ces questions, que vous ayez été associé à ce gouvernement? Non, moi j'étais pas associé à ça. Non mais vous faisiez partie du gouvernement Sarkozy. Oui, bon, moi je m'occupais de la culture, je m'occupais pas de débarquer. Non mais je vous sens mal à l'aise sur le sujet. Moi, je me sens pas mal à l'aise sur le sujet. Ça fait 10 ans qu'on fait des interventions qui aboutissent à des catastrophes encore supérieures que celles qu'on voulait. Oui, parce qu'on ne les fait pas jusqu'au bout, on les fait mal. Bon. Voilà.
Non, mais vous savez, il fallait pas partir de Libye, il fallait pas le laisser, il fallait faire le service après-vente, il fallait pas débarquer Kadhafi et puis ensuite dire tous ces sympathiques libyens, ils ont l'air tellement sympathiques. Il suffisait de les voir arriver, les fameux représentants de la société civile libyenne, ils avaient tous le truc là. Oui. Absolument. Hein, personne, j'ai jamais vu personne le dire. Absolument, vous avez tout à fait raison. Ils avaient tous le truc là. Et on le disait, regardez, ils sont formidables, ils sont très gentils. démocrates. Le président libyen par intérim ou par je sais pas quoi, par fauteuil éjectable, qui était là à ce moment-là, c'était celui-là même qui avait fait condamner à mort les 6 infirmières bulgares. Oui. Donc voilà, de toute évidence, il fallait y aller à mon avis. Alors, je vais quand même vous répondre, il fallait y aller parce qu'autrement Kadhafi aurait massacré 200 000 personnes à Benghazi. Et alors, et alors Ben non, alors. C'est leur problème. Non. Le problème, c'est qu'on a le chaos. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Éric Zemmour. Moi, je vais vous dire 2 choses. La première. Non, on peut pas laisser massacrer des gens. Je m'en fous complètement. Mais oui, mais moi, c'est leur problème. Moi, non, d'accord, mais vous voyez où ça mène. Non. Bon. Non. Si. Attendez, j'ai pas fini. 30 secondes. J'en ai pour 30 secondes. Vous allez voir. Parce que j'ai une logique. Après, vous l'acceptez ou pas. Oui. Parce que ce que vous dites, vous, c'est exactement comme au Mali, on a arrêté et ça continue, comme en Centrafrique, etc. Mais vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la colonisation. Ça s'appelle le protectorat, parce que les États ne sont plus capables de s'auto-administrer eux-mêmes. Oui. Et donc ça s'appelle le protectorat. En français, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, ça s'appelle aussi l'humanitaire. Non, oui, ça s'appelle l'humanitaire, c'est de la néocolonisation. Excusez-moi, mais oui. Ça, c'est des grands mots. Ça, c'est des grands mots. Quand les gens sont en train de mourir, ils se posent pas la question de savoir. C'est leur problème. Mais non, on n'est pas dans un monde où les problèmes des autres, c'est leur problème. C'est leur problème. Pour vous qui détestez l'esprit de 68, etc., c'était le mot qu'on entendait tout le temps. C'est pas mon problème. Mais si, c'est mon problème. C'est mon problème. Soit vous acceptez qu'il y ait des nations, souveraines. Quand la nation a disparu, qu'est-ce que vous faites? Mais ils se débrouillent. Mais c'est leur problème, monsieur Mitterrand. Pas la solution. Mais bien sûr que si. Mais non, le résultat, c'est qu'après, vous avez des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de nation, là, ils vont dans les avions, foutre des bombes partout, etc. Non, c'est pas vrai, ce que vous dites. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Le contraire, ça s'appelle la colonisation, ce que vous défendez. Mais il faut l'assumer. Mais je l'assume pas du tout. On peut passer au pas d'après. Donc, le pas d'après, pour vous, c'est il va falloir régler le problème libyen pour stabiliser la Tunisie. Je crains que ça prend quelle forme? Non, pour stabiliser tout le monde, pour stabiliser l'Europe, puisque quand même. En première ligne, on parle de ça. Oui, on parle de ça, mais la Tunisie, elle est à 60 km de l'Italie, hein, donc tout ça est très très proche quand même. Hein, c'est pour ça que vous voyez quelle forme pour ça? Intervention, parce que personne ne veut aller au sol. Donc. Non, mais pour l'instant, moi je fais de la politique fiction, là, pour l'instant, je n'ai jamais entendu personne dire qu'il fallait intervenir en Libye. Alors c'est moi qui arrive comme un fou en disant il faudrait y aller à jour. Mais à mon avis, ça arrivera. Prolonge votre folie. À mon avis, ça arrivera. Dans les 2 ans qui viennent, ça arrivera. Parce qu'on ne pourra pas laisser pourrir la situation de cette manière-là, avec les vannes ouvertes, avec tous les gens qui viennent du Sud, qui sont exploités d'une manière atroce par ceux qui les voient passer. Enfin, tout ça est atroce. Et un jour ou l'autre, on va y aller. Bon. Mais la Tunisie, elle est soumise à cette pression-là, mais elle est soumise aussi à des pressions intérieures, comme celles que nous connaissons. Elle est soumise à des pressions de l'autre côté. Et voilà. Elle est soumise au fait qu'il y a un parti islamiste qui est très important, qui a joué la carte finalement de la démocratie. Hein, ils ont abandonné beaucoup de choses dans la rédaction de la Constitution. C'est le seul dans le monde arabe. Oui, c'est le seul, c'est ça. Mais bon, ils ont joué la carte de la démocratie. Et en même temps, ce qui est certain, et là, je n'accompagne pas Éric Zemmour dans ce qu'il disait tout à l'heure, mais il y a comme toujours. Quand les gens ont une construction logique, il y a souvent des arguments en partie logiques. Ouais. Il y a en Tunisie, comme en France, mais en France c'est beaucoup plus isolé, beaucoup plus marginal, il y a forcément une certaine porosité ou un champ assez favorable entre des islamistes qui ne sont pas poursuivis quand même, pas comme ils devraient l'être, et le reste de la population. C'est-à-dire qu'à force de dire tout le temps Inch'Allah, à force de tout le temps appuyer sur cette pédale en quelque sorte, et il y a une partie de la population qui se laisse entraîner. Par ailleurs, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que les attentats et le terrorisme créent une situation de désespoir très très profond, qu'on a connu, nous, en Europe, pendant l'entre-deux-guerres. Et cette situation de désespoir fait qu'à un certain moment, les gens disent, bon, bah alors, on laisse tomber.
se replient sur leur sphère privée, cessent d'intervenir dans la vie civique et laissent évidemment le champ libre aux terroristes. Je voudrais rajouter encore une autre chose, Éric. Les terroristes dont vous parlez, ils existaient au temps de Clovis. Ils existaient au temps de Napoléon. Ils ont toujours existé dans l'histoire française. Les terroristes, c'était les miliciens durant la dernière guerre, qui étaient des militants avec des gens faits de sacs et de cordes. J'y arrivais. Les anarchistes. J'ai pas dit le contraire. Les terroristes ont toujours existé en France. Mais la France, c'est le pays des guerres civiles, je vais pas vous dire. Une dernière question, parce qu'on est jusqu'au bout. de- Il y a aussi la tragédie économique. Alors on a vu des campagnes par le passé où vous-même et d'autres amis de la Tunisie... Quand on trouve 60 milliards pour la Grèce, on peut bien trouver 1 milliard pour la Tunisie. Bon, d'accord, donc une aide d'urgence. Franchement. Une aide d'urgence à la Tunisie. Ils ont la chance, ils ont un vieux type très sage, très gentil, qui connaît bien la politique, qui a manœuvré d'une manière géniale pendant 4 ans pour instaurer le système, et qui est là en train de dire, donnez-nous 1 milliard, on a besoin d'1 milliard pour arriver à remettre l'économie en marche, etc. Et on mégote, on lui donne pas. Alors que, à côté de ça, dans d'autres pays qui ont des difficultés considérables et qu'il faut aussi aider, finalement on le fait. Là, il y a quelque chose, il y a 2 poids, 2 mesures qui est insupportable. Vous aviez participé à la campagne Tunisie, moi j'y vais. Oui. Vous recommencerez? Oui. Moi j'y vais de toute façon alors. Donc, vous y allez là? Bah oui, j'y vais, oui. Et vous conseillez aux Français d'y aller aussi là pour les vacances de Noël par exemple? Mais non, c'était une question, c'est ce que j'appelle une question piège. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, non mais attends, c'est une question piège. Je vais pas prendre C'est une question qu'on se pose en tout cas. Je vais pas prendre la responsabilité de dire à une famille d'y aller quand si elle considère qu'elle court un danger. Bon, moi j'y vais en tout cas, voilà. Bertrand Delanoë y va, un certain nombre de gens y vont, voilà. Serge Moati y va, il y a un certain nombre de gens y vont, et ils ont raison d'y aller. Et moi je continue à y aller d'une manière régulière. Bon, je fais attention en même temps, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà, je suis solidaire d'eux. C'est noté. Merci beaucoup, Frédéric Mitterrand, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est terminé pour l'instant. On passe à notre grand débat. François Hollande est en plein marathon diplomatique pour tenter de convaincre le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis et la Russie de former une grande coalition contre Daesh. A-t-elle des chances d'aboutir et pour quels résultats? Nous en discuterons avec Pierre Servant et Jean-Louis Bourlange juste après la question qui fâche de Dimitri Kefelec. Après l'arrivée du Charles de Gaulle, les premiers avions de chasse décollaient lundi du célèbre porte-avions. Et une première question, faut-il intensifier les frappes en Syrie et en Irak contre Daesh? L'objectif, c'est d'anéantir l'État islamique globalement. Je crains que ce soit des piqûres de moustiques là où il faudrait une nuée de frelons. Ça fait 30 ans que les bombardements n'ont pas produit autre chose pour l'instant que la désagrégation des États. Parmi les voix discordantes, Michel Onfray, dont des propos datés de 2013 ont même été instrumentalisés dans une vidéo de propagande de l'autoproclamé État islamique. On leur mène une guerre chez eux, en Afghanistan par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils sont pas gentils, mais ils ont raison. Le djihadisme est une déclaration de guerre à l'Occident tout entier, et non pas une réponse aux interventions ponctuelles de la France en Syrie et en Irak. Des experts et personnalités politiques mettent en garde. Ces frappes pourront-elles suffire? Pour terminer le travail, si on veut éradiquer Daesh, il faudra au final une intervention au sol. Je ne suis pas favorable à de l'envoi de troupes occidentales au sol. Apparaître au sol, c'est renforcer effectivement l'État islamique qui va dire, vous voyez bien que c'est une croisade contre l'islam. Il faut qu'il y ait des forces au sol. Ça peut être les Kurdes, ça peut être l'armée syrienne libre. Des forces spéciales françaises, on n'a pas appris, on n'a pas envisagé cette hypothèse. Reste une troisième question. En Syrie comme en Irak, les alliés ont-ils une solution politique? C'est dès aujourd'hui qu'il faut anticiper les reconstructions. Et les reconstructions, c'est d'abord la reconstruction des États. Le problème des logiques militaires telles qu'elles ont été mises en œuvre aujourd'hui, c'est qu'elles sont dispersées et surtout, on ne sait pas vers quel objectif politique elles veulent avancer. Quand les États sont en faillite derrière, eh ben c'est le terreau de la progression de tous les terrorismes et de tous les djihadismes radicaux. Alors, question qui fâche, la coalition peut-elle vraiment détruire Daesh?
Pierre Servan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en stratégie militaire et spécialiste des questions de défense. Vous publierez en janvier Extension du domaine de la guerre chez Lafon. Jean-Louis Bourlanges, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député européen centriste. Vous avez fondé l'Institut du Centre. Je vais commencer avec vous, Monsieur Bourlanges. D'après vous, à quoi servent les frappes en Syrie? Ça, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Et c'est pour ça que je vous la pose plus aussi. de solutions aujourd'hui qu'avant. Avant même les événements de Paris, je m'étais demandé ce qu'on allait exactement faire dans cette affaire. Je n'ai toujours pas la réponse. Et je pense que quand on fait la guerre, il faut avoir des objectifs précis. Il faut avoir des moyens. Il s'agit quand même d'être plus fort que les autres. Il faut avoir des alliés. Il faut avoir des adversaires. Et quand on regarde l'ensemble, on s'aperçoit que rien n'était clair. On n'a ni avant les objectif ni moyen. et que rien n'est clair aujourd'hui. On n'a pas d'objectif, pas de moyens. Écoutez, moi, les objectifs. J'ai écouté le président de la République avec beaucoup d'intérêt au Congrès. Oui. Il a dit qu'il voulait éradiquer le terrorisme. Ça me paraît quelque chose quand même de très excessif par rapport à nos possibilités. C'était exactement ce qu'avait dit le président George W. Bush le 20 septembre 2001. Éradiquer, vaincre le terrorisme, résister au terrorisme, nous protéger du terrorisme. Bon, mais c'est pas. Qu'est-ce que ça signifie exactement que de l'éradiquer? Avec qui? Avec quels moyens? Je me pose vraiment la question. Je suis horrifié par ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris. Je crois que nous devons effectivement réagir, mais je ne vois pas dans cette gesticulation à laquelle nous assistons actuellement véritablement une ligne stratégique. Je vois que le président cherche un peu partout des alliés. Je vois que les experts militaires, je ne sais pas ce que dira Monsieur Servan, mais les experts militaires disent qu'il faudrait, si on fait une vraie offensive contre Daesh, il faudrait, je cite le général Desportes par exemple, il faudrait 100 000 hommes au sol. Je ne vois pas où on les trouve. Et je suis donc extrêmement perplexe. Je pense que nous nous sommes engagés. Alors, je comprends ce qu'a dit la citation de Finkielkraut de tout à l'heure. Je crois effectivement que c'est un défi du djihadisme à l'ensemble des valeurs occidentales, mais c'est aussi la sanction, ce que nous payons, d'un engagement politique extrêmement fort, avec un engagement militaire extrêmement limité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Pierre Servan? Non, pas tout à fait. Alors je sais bien que la situation est tellement confuse, difficile, que on est tenté de regarder vraiment que les aspects négatifs, et il y en a plein. Alors à quoi ça a servi les frappes aériennes? Très concrètement, ça a servi à trois choses. La première, il y a un an, ça a permis d'empêcher Daesh de faire la conquête, notamment en Irak, d'autres grandes villes dans le Kurdistan et d'aller sur Bagdad. Donc les frappes notamment conduites par les Américains, ça a permis de stopper l'expansion du djihadisme daéchien qui était quand même très virulent. C'est le premier point. Le second point, c'est que ça a permis de reprendre ponctuellement certaines villes. Là, le bombardement sert à faire de l'appui au sol. Kobané, tout le monde a parlé de Kobané, donc cette ville de Syrie. Sans les frappes aériennes de la coalition, les Américains, les Kurdes n'auraient pas pu reprendre Kobané, qui était investi aux 2/3 par les combattants de Daesh. Troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, les frappes aériennes, toutes confondues, même les Russes, qui ont une position un peu particulière dont on reparlera. On en parlera après. Très concrètement, ça permet quand même d'avoir une destruction du potentiel militaire de Daesh, notamment tout ce qui est fixe. Des ateliers de réparation, des stocks de munitions, de pièces de rechange, des centres de commandement. Ben oui, parce que Daesh a compris que chaque fois qu'il bougeait de façon trop visible, il se prenait des bombes sur la figure. Donc maintenant, il bouge uniquement par petites unités, mais il reste des emprises fixes qui sont touchées. Mais ce que les bombardements ne permettent pas, et c'est tout le cœur du problème, ça ne permet pas de faire une reconquête de Raqqa, de Ramadi, de Palmyre, de toutes les zones contrôlées aujourd'hui par Daesh, ce qui représente 10 millions d'habitants. Et là, concrètement, ça se fera au sol, mais avec un appui aérien. C'est-à-dire que si vous avez les deux combinés, force au sol, appui aérien, Daesh sera battu. Et je ne cesse de dire depuis des mois sur les plateaux de télévision, je commence souvent par ça, Daesh sera battu. Ça ne réglera pas tous les problèmes. Et ça ne réglera pas le problème de nos pays qui ont laissé, je dirais, une gangrène s'installer dans un certain nombre. Regardez la Belgique, ça se passe un peu partout. Ce qui fait que derrière ce combat-là, derrière la reconstruction politique,
il va y avoir des combats en termes de valeurs dans l'ensemble de nos pays. C'est pour ça que des chercheurs, et je reprends leur thème, parlent d'une guerre de 30 ans et qu'il faut arrêter de croire que nous sommes dans une société du zapping ou des séries américaines de 24 heures chrono où tout va se régler en 24 heures chrono. Nous sommes engagés dans un temps long. Il faut que nous retrouvions, les Occidentaux notamment, le sens du temps long dans une société qui est dans le temps court et le zapping. Donc évidemment, ça crée pas mal de problèmes. Une question qui n'a pas été tranchée, est-ce que, parce que Finkielkraut a une opinion très tranchée dans un sens, moi je ne suis pas aussi certain que lui, est-ce que le djihadisme, c'est une idéologie qui veut frapper les pays occidentaux en général, ou est-ce que les bombardements ont été le prétexte ou la raison? Certains disent que d'avoir stoppé l'expansion de Daesh sur le terrain, ils sont contenus, ils reculent pas, mais ils sont contenus à pousser Daesh à vouloir porter les opérations sur un terrain extérieur. C'est-à-dire remporter des victoires. Malheureusement, que c'est une victoire symbolique, celle du 13 novembre. Quelle est votre analyse? Si vous le permettez, je ne crois pas. Et d'ailleurs, l'ennemi, si vous voulez, idéologique, ce n'est pas le djihadisme ou le djihado-terrorisme. Le djihado-terrorisme, c'est un mode opératoire, c'est un mode de combat qui est au service de ce qu'on peut appeler le salafo-fascisme, ou enfin le salafisme intégral, le salafisme radical de Daesh, qui est d'ailleurs un enfant d'Al-Qaïda. Donc ça fait très longtemps qu'Al-Qaïda de Ben Laden a déclaré... Alors après on peut remonter Afghanistan, enfin on peut remonter très loin, mais il y a un fait que je dénonce depuis longtemps, enfin une réalité qu'on n'a pas voulu entendre en France, c'est que Al-Qaïda, Ben Laden, a déclaré la guerre à tout ce qui n'était pas soit salafiste, c'est-à-dire une vision particulière du sunnisme, et alors tout le reste, les chrétiens, les croisés, etc. Et Daesh, al-Baghdadi, qui est le calife de Daesh, c'est un enfant d'Al-Zarqawi, qui était le chef d'Al-Qaïda en Irak. Donc vous avez une parenté, sauf que Daesh a totalement radicalisé et s'appuie sur certains aspects du Coran pour expliquer que l'apocalypse va arriver. Donc elle est pour bientôt. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé le 13 novembre si vous ne rentrez pas dans cette logique qui paraît absurde, parce qu'on se dit mais comment des jeunes de 20 ans, 25 ans, dont certains ne sont pas du tout musulmans, de culture musulmane, peuvent arriver à croire que l'apocalypse est annoncé dans le Coran et que pour être dans le camp des saints et du pays de Cham, le Levant, qui est le pays qui est présenté dans le Coran comme le pays des derniers saints qui seront protégés par Allah, eh bien, ces jeunes-là rentrent dans ce combat. Ce combat est planétaire. Donc, le fait de renverser le truc en disant « Ah ben non, c'est parce qu'on n'est pas très gentil que votre réponse est éclairante. Non, ce combat est engagé. Ils nous ont déclaré la guerre depuis longtemps parce que ce que nous sommes, c'est une abomination. Tout ce qui se passait le 13 novembre dans les rues, la fraternité, des nationalités mélangées, des gens qui se parlent, qui aiment, qui boivent de l'alcool. C'est un peu une vision politique de notre société. Et je sais pas si vous vous rappelez du film Bagdad Café. À un moment, il y a une personne qui quitte Bagdad Café et elle est interrogée par cette femme allemande qui crée beaucoup d'amitié, de fraternité. Et personne qui parle lui dit trop d'harmonie. Bon, elle part. Mais les djihadistes tuent les endroits où il y a trop d'harmonie et veulent détruire la... Éric Zemmour. Pardonnez-moi, Jean-Louis. Je voudrais juste préciser une chose avant qu'Éric ne parle très rapidement. Je voudrais simplement dire que je ne m'étais pas situé sur le même plan que Monsieur Servan. Ce que j'ai pas. Vous m'avez interrogé sur les frappes françaises. Je crois que les frappes américaines ont leur intérêt et évidemment, comme vous l'avez rappelé, leurs limites. Je crois qu'on ne peut pas gagner une guerre avec des frappes aériennes, mais qu'on peut en revanche, et même s'il est vrai qu'on a une attaque globale contre nos sociétés de la part de ces gens, je pense que le fait que nous ayons été extrêmement en première ligne de toute cette affaire, une guerre qui n'était pas la nôtre au départ, dans la mesure où tout le désordre du Moyen-Orient a été créé par la politique américaine et pas contre laquelle nous nous étions en fait levés. Oui. Et donc nous avons été tout à fait en première ligne alors que nous n'avions pas les moyens de contribuer. Moi, je crois que nous avons tout à fait raison de faire ce que nous faisons au Mali, que nous devrions en faire plus sans doute et mieux en Centrafrique. Okay. Je pense que nous ne sommes pas capables d'être à nous seuls la puissance bien pour ça que François Hollande va chercher des alliés et qui peut animer cette coalition. Et aujourd'hui, nous voyons bien que nous avons d'extrêmes difficultés à rassembler, à participer à une coalition qui serait sur la même ligne que nous. C'est cette mesure qui m'a paru manquer. Alors moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Louis. Moi, d'abord, je voudrais revenir à l'origine, parce que on pose jamais les pressions de principe. Je ne vois pas pourquoi on défendrait absolument des États comme l'Irak et la Syrie
qui pour moi ont fait leur temps, qui sont des inventions du colonialisme franco-anglais, et dont il faut reconnaître qu'elles sont mortes. Le traité de Lausanne de 23, c'est terminé. La Syrie, c'est terminé. l'Irak, c'est terminé. La question, c'est si, c'est fondamental, parce que tout commence, Jean-Louis a raison, tout commence avec l'intervention américaine qui détruit l'Irak. Oui. Deuxièmement, je ne vois pas au nom de quoi on s'en prend à Daesh. Pierre Servan dit nos valeurs et tout, mais Daesh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? C'est un Daesh qui a réussi. C'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes principes, c'est exactement les mêmes valeurs, c'est exactement le même islam. Hein. D'ailleurs, c'est l'islam de toujours, c'est l'islam du 7e siècle en vérité, c'est l'islam de Médine, tout le monde le sait. Hein. C'est Mahomet, c'est l'exemple de Mahomet. Il cite en permanence les sourates qui reprennent l'exemple de Mahomet. C'est Mahomet qui extermine les tribus juives, c'est Mahomet qui fait la guerre. Et donc c'est une guerre qui date de 1300 ans. Hein, ce n'est pas une guerre qui date de 10 ans ou de 20 ans. Donc moi j'aimerais comprendre... L'entrée des croisés à Jérusalem, c'est pas très brillant non plus. Bon. Évidemment que c'est pas brillant, je suis bien d'accord, mais c'était la réponse déjà d'une attaque islamique. Ce que je veux en venir, c'est que je suis d'accord avec Jean-Louis, que la France est d'autant plus ridicule d'aller mettre son grain de sel là-dedans, surtout que j'ai appris, alors là je parle sous le contrôle de Pierre Servan, je ne suis pas sûr, mais on me dit que les Français bombardent avec des bombes américaines, qu'on n'a même pas assez de bombes pour bombarder nous-mêmes les convois de Daesh et que c'est les Américains qui nous donnent des bombes. Donc tu vois de quel dénuement nos armées sont faites. Donc c'est pour ça que au Mali, en Centrafrique, on domine la situation militairement. On n'a rien à faire à la Syrie. D'abord parce qu'on n'a pas les moyens. Non, mais là, tu mélanges deux trucs. Non, et parce qu'on n'a rien à faire sur le principe. Je ne vois pas, c'est des guerres entre sunnites et chiites, c'est des guerres entre... Mais si, tout ça, en fait, c'est la même chose. Je l'ai ramassé en quelques mots, c'est très long, là. Hein, non, mais excuse-moi... Non, mais attends, je reprends la question quand même de Zemmour, qui est une question intéressante. Enfin, pour moi, elle semblait réglée. Pourquoi on fait la guerre à Daesh? Moi, je ne sais pas. Quiconque a pour projet de tuer mes compatriotes, ma famille, éventuellement moi-même, est un ennemi. Voilà ce qu'on fait contre Daesh. Ils veulent tuer... tous ceux qui ne sont pas eux et nous. Bah, écoute, c'est nous qui les avons bombardés. Ils ont déclaré la guerre il y a des années. On vient de te l'expliquer. On peut recommencer si tu veux. Mais... Non, même, juste une chose. Les attentats, par exemple, de cet été, le Thalys, qui heureusement, miraculeusement, n'a pas fonctionné. L'attentat qui était prévu dans l'église de Villejuif et également au Sacré-Cœur. Tous ces attentats ont lieu avant que la France frappe en Syrie. La France n'était pas présente en Syrie. Donc, ça illustre bien le fait que... on a frappé au Mali, en Centrafrique... Ah oui, non, mais oui, évidemment, c'est très clair. Si vous voulez, Éric Zemmour, je peux pas vous rejoindre. D'abord parce que, moi, peut-être parce que je suis à cheval sur la culture civile et militaire. Et efficace. On n'est pas efficace du tout. Tout à fait, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que justement, je trouve que ces dernières années, la France a justement été allante, dynamique, à alerter sur le phénomène djihadiste, notamment dans la bande du Sahel, et qu'elle était seule à alerter la communauté internationale et les pays du pourtour. Ils disaient oui, vous avez raison, mais c'est compliqué, etc. Résultat, nord du Mali occupé, descente des djihadistes sur Bamako. Qui s'y oppose? Les Français, parce qu'ils ont les forces spéciales dans la région, donc c'est tout à fait remarquable. Je ne vous rejoins pas parce que je pense que votre dénonciation globale de l'islam, c'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur. Dieu sait. Non, mais je sais bien, Eric, je connais bien. Ça, c'est chaque semaine le débat. Votre réflexion. Mais parce que vous n'allez pas voir la réalité. Alors, non, c'est terminé, monsieur Servan. Parce que justement, ça fait longtemps que on n'est pas très nombreux à avoir dit justement que nous avons laissé nos démocraties, dans nos démocraties, au nom de la différence, etc., prospérer une version salafiste, intégriste, obscurantiste, sous influence des Saoudiens. Vous avez entièrement raison. Merci. Et que donc nous avons créé des partis molles dans nos sociétés, et le djihado-terrorisme versus Al-Qaïda ou Daesh adore les partis molles. C'est là où il va se positionner pour créer des cancers qui font des métastases très très rapides. Donc nous avons failli sur ce plan-là, mais incriminer l'ensemble des musulmans et tout. L'islam, ce n'est pas l'ensemble des musulmans. L'islam même d'une façon. C'est pas la même chose. Le problème de l'islam et du Coran, c'est que c'est un peu comme à la Samaritaine, vous avez de tout dedans. Vous avez aussi bien des sourates de guerre que des sourates de paix. Oui. On va pas reprendre cette discussion. On va pas refaire le débat. Avançons un peu. C'est pas ça. Et sur le plan. C'est nos alliés. Non, mais nos alliés. Alors justement, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie. C'est des gens qui soutiennent l'État islamique. Éric Zemmour, je pense que les attentats tragiques du 13 novembre montrent que nous sommes, pour cette nébuleuse-là, une cible. Parce que nous sommes faibles. Voilà. Et donc, absolument. Et donc, que nous avons sur notre territoire. Le fait de dire nous n'avons rien à faire là-bas, laissons-les se développer,
et ils seront contenus là-bas. C'est une erreur fondamentale. Le projet d'al-Baghdadi, c'est de faire de la planète. Éric Zemmour est d'accord avec moi, mais moi je suis pas d'accord avec Éric Zemmour. Alors, on vous écoute. On vous écoute, Jean-Luc Bourlange. C'est ici le problème. Le problème, c'est attendez, on va essayer de s'écouter. Jean-Luc Bourlange. Oui, moi je ne suis pas. Éric Zemmour a dit qu'il était d'accord avec moi. Je suis très très flatté, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, notamment effectivement sur cette question de l'analyse de l'islam. Je crois ce qui me frappe quand même, c'est si j'analyse la politique française, c'est qu'elle est extrêmement contradictoire. C'est ça qui me gêne. Oui. C'est pas que l'adversaire. Nous avions une préoccupation qui me paraissait assez juste, qui est de ne pas s'associer complètement à la coalition chiite. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est 80% des musulmans sont sunnites. Bon. Or, aujourd'hui, le sunnisme, on le laisse, en fait, se polariser autour de Daesh. Et quand je vois la façon dont nous réagissons, dont nous sommes amenés à agir actuellement, je m'aperçois qu'en fait, c'est Daesh qui nous dicte notre comportement. C'est Daesh qui nous a dit, maintenant, vous allez nous prendre, nous, comme adversaires. Vous allez oublier Bachar el-Assad, vous allez laisser tomber vos sunnites, vous allez vous mettre d'accord avec le Hezbollah, avec les Irakiens chiites, avec les Iraniens, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, stratégiquement, me paraît plutôt aller dans le sens de Daesh, et je crains que nous jouions dans la main de Daesh. Notre problème, nous, militairement, nous comptons fort peu dans cette affaire. Nous avons d'ailleurs fait ce qu'il fallait pour compter peu. Absolument. Nous avons réduit notre effort militaire. Exactement. Nous avons fait tout un ensemble de choses. Alors on sera tous d'accord. Mais politiquement, nous avions un rôle à jouer et qui n'était pas de se mettre, à mon avis, en première ligne derrière les Américains avec une contribution militaire assez dérisoire. Vous voyez qu'on est d'accord. Tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre Servan sur le fait qu'au Mali, nous avons fait le travail et nous l'avons bien fait. Mais en revanche, politiquement, nous devons aider les sunnites à trouver une solution. Ça n'est pas facile, mais c'est là notre rôle. Nous avons des amis sunnites et nous devons essayer de déquiller effectivement Daesh. Ça implique des solidarités, mais ça n'implique pas que nous jouions front contre front avec des moyens dérisoires, sans alliés précis et sans objectif, dans une guerre qui n'est pas celle que nous maîtrisons. Ce qui frappe dans la coalition, plutôt la coordination, encore que ça ne soit pas si mal, il est question d'un état-major commun, c'est que chaque membre a un agenda un peu différent. Bon, voilà. Moi, je veux simplement savoir le but que peut obtenir la France. Que peut obtenir la France en prenant la tête, bon, ce ne sera pas exactement ça, la tête d'une coalition. Qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat politique? Ça, je ne comprends pas. À votre avis, quel devrait être le résultat? Alors, est-ce que la France va y arriver? La réponse est non. Parce que, comme vous venez de le dire, la plupart des parrains de la région, chacun a son agenda caché, les Turcs aussi bien. D'ailleurs, c'est frappant de voir que la Turquie et la Russie, deux pays qui ont une évolution parallèle en termes d'enfermement, je trouve, et de dogmatisme. Et d'autoritarisme. Autoritarisme, ce que j'appelle dans mon livre la dérive messianique, c'est-à-dire Erdogan comme Poutine, sont tous les deux dans des dérives messianiques, l'un voulant réinventer la grande Russie orthodoxe, et l'autre le grand empire ottoman musulman. Donc on a vraiment ce problème. Mais alors on pourrait détailler l'ensemble des autres parrains, c'est pareil. Et la France a raison de vouloir faire ce qu'elle fait, mais elle n'y arrivera pas. Vous avez observé comme moi, j'ai suivi la conférence de presse du président Obama et du président Hollande. Il se trouve que dans une autre vie, il m'est arrivé d'écrire des discours pour un ministre de la Défense et de superviser ces rédactions-là. Quand vous avez un discours où vous passez 3-4 pages à raconter quel point vous aimez l'autre, les Français, machin, etc. Là, quand j'ai suivi ça en direct et que j'ai écouté Obama qui dit des choses très sympathiques, j'étais sur un plateau, on ne m'entendait pas, j'ai dit attendez, donc il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière, parce que quand vous passez des plombs, si vous voulez, à raconter des tas de choses... C'est quoi, c'est passer de la pommade pour finalement... Oui, voilà. Mais tout simplement parce qu'il y a tellement une concentration des blocages des uns et des autres que c'est très difficile de sortir par le haut. Alors, néanmoins, la France a quand même raison de prendre son bâton de pèlerin, mais elle va pas y arriver. La Russie a des objectifs complètement différents des Américains, les Saoudiens en ont encore d'autres, les Iraniens, on sait même pas quel jeu ils jouent, parce que vous avez une grande différence entre le chef des armées, qui est un religieux, et le président de la République, qui est un religieux aussi, mais qui n'est pas chef des armées. Donc, c'est pour ça que je résume ça en disant c'est une énorme pétrolière. Est-ce que c'est la peine de faire comme Bernard Blier dans les Tontons Flingueurs et de dire je ventile, j'ai pas
m'éparpille, je disperse pas trop plus. On est bien d'accord. Ça détend, en tout cas, ça détend. Jean-Louis, quand vous dites les 80% des musulmans sont sunnites, vous oubliez de dire qu'aujourd'hui, les sunnites dont vous parlez sont de plus en plus dirigés et en tout cas endoctrinés et en tout cas financés par l'Arabie Saoudite, qui est la version salafiste et littéraliste du Coran. C'est compliqué l'Arabie Saoudite, c'est pas seulement, c'est ce que vous dites, mais c'est une vieille histoire. Je lisais l'autre jour une vie de Gertrude Bell que Christelle Mouchard a écrit. Gertrude Bell, on voit bien que face à Lawrence, elle comprend très très bien dès la guerre de 14, que l'avenir, c'est le wahhabite, c'est Ibn Saoud. Ah bah alors. Là, c'est dur. Mais en même temps, elle dit oui, mais moi, je suis plutôt pour les hachémites, je suis plutôt, parce que là, ce sont des modérés, et nous, Britanniques, on pourra mieux s'entendre avec eux. Oui. Mais on ça, c'est mort. Ce problème. Bah oui, mais sauf que c'est les wahhabites qui ont gagné. Mais il y a quand même des sunnites avec lesquels on essaie de s'entendre. Là, au Caire, il y a des gens qui essaient de faire des choses. Au Caire, oui, mais tous ces gens. Aussi, on a un islam national à essayer de favoriser. Ça n'est pas facile, mais c'est faisable. Mais tous ces gens sont sous la domination de l'Arabie Saoudite. Vous voulez pas le voir. Si. Vous faites Éric semblant Zemmour, de pas juste le un voir. mot pour aller Un mot de conclusion, s'il vous plaît. Pour aller dans votre sens, la grande responsabilité de l'Arabie Saoudite et du wahhabisme, c'est qu'il a inscrit la paupérisation intellectuelle de l'islam. C'est-à-dire que vous avez un effondrement théologique de l'islam. Vous savez combien il y a de librairies à Alger, population de 4,5 millions d'habitants, 10 librairies. Et on a calculé qu'en une année, l'ensemble de la production éditoriale intellectuelle de livres du monde arabo-musulman est équivalent à celui d'Espagne. C'est pas tout à fait le cas chez les chiites, justement. Ah non, on parle bien des... ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Et donc le problème, c'est cet effondrement-là, et il faut donc aider le monde musulman à renouer avec une intelligence théologique. Et je suis frappé de voir que les musulmans en France bougent dans ce sens-là depuis le 13 novembre sur des avancées. Ce que je regrette, ce qui est épouvantable, et on vous a peut-être pas entendu suffisamment, mais le problème, c'est que vous êtes trop caricatural, Éric Zemmour, donc c'est difficile de vous entendre. Mais si. Mais non, je suis pas caricatural. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il faille attendre le 13 novembre. Il est trop caricatural. Voilà. 130 morts en France pour que tout d'un coup, on réalise ça et que nos compatriotes de religion musulmane se disent, il faut y aller. Ils sont en train de sortir des textes du 7e siècle, qui d'ailleurs, c'est absolument incroyable, racontent comment des imposteurs sous une bannière noire vont se présenter et comment Allah dit qu'il ne faut pas les écouter alors qu'ils vont se présenter sous le sceau de la vérité. C'est-à-dire que le combat idéologique sur le plan spirituel et religieux, malheureusement, c'est maintenant qu'il est engagé. On a paumé 30 ans. Les bombes et le savoir. Et donc, ça va être dur. Très bien, merci. Depuis le Moyen-Âge que c'est un Merci beaucoup, messieurs. Merci. On n'a plus le temps, malheureusement, d'en discuter, mais vous reviendrez. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce débat, mais Zemmour et Nolo continuent juste après la pub avec notre grand témoin, Daniel Cohn-Bendit, et notre humoriste Tanguy Pastureau. Alors ne bougez pas, à tout de suite. Zemmour et Nolo, la suite avec celui qui menait le mouvement étudiant de 1968, celui qui a co-présidé le groupe Vert au Parlement européen, c'est Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Prenez votre temps. Je prends mon temps, j'ai le temps. C'est magnifique cette entrée. Oui, c'était très beau. Très beau. C'est votre toute première fois dans l'émission. Que je vais à la télévision, oui. Ah oui, aussi. Première fois de ma vie. Donc on vous en remercie. Ah ouais. Donc vous aurez le temps de disserter avec mes camarades juste après, mais je voulais vous soumettre un petit questionnaire. C'est le QCM. L'union nationale dans une telle période, c'est la meilleure des choses à faire, une erreur ou un vœu pieux? C'est un vœu pieux. Pourquoi? Et bon, parce que l'union nationale ne veut rien dire. On peut se mettre d'accord sur des objectifs ensemble, mais une union nationale... Pourtant, je lisais que 68% des Français aimeraient que l'union nationale soit vraiment prégnante. 68% des Français, ça fait pas 100%. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Déjà, mais si ça fait, compté, mais ça fait une bonne majorité. Oui, mais je crois que la majorité des Français voudrait un gouvernement entre, en fait, disons ce qu'on appelle l'UMP, les Républicains aujourd'hui, et les socialistes. Ça, je crois qu'ils le veulent. C'est un mythe, non? Mais vous savez, un mythe. Moi, je crois qu'on y arrivera. On n'en est plus très loin, oui. On y arrivera, et moi, bien sûr qu'on y arrivera. Je suis absolument pour. C'est normal. Parce que je trouve que dans la situation actuelle,
il n'y a pas d'autre majorité. Et vous verrez qu'après la prochaine présidentielle, vous aurez un gouvernement qui le ressemblera. Bon, ça, c'est autre chose. Non, très bien. Ah bah voilà, et si Eric Alors, Zemmour ça était commence déjà bien, ça fort, commence très bien. Hein. C'est mal barré aujourd'hui. Je l'ai déjà écrit. Oui, moi j'arrête pas de le dire sur Europe. Donc voilà. Ouais. Non, mais Écoute pas. Le problème, c'est que vous êtes d'accord, mais pour des raisons différentes. C'est ça le problème. Bien sûr, évidemment. Mais c'est pas grave. J'ai une deuxième question. L'impact des attentats sur les régionales se fera surtout sentir sur le PS, sur les Républicains ou sur le Front National? Écoutez, j'ai oublié ma boule de cristal. Ah, vous faites la même blague que Nolo? Oui, oui, mais c'est normal, il s'inspire, c'est normal. C'est le genre de question, j'en sais rien. Mais vous avez bien un avis sur la question? Est-ce que vous pensez que ça peut influencer? Ça va influencer, mais les uns disent ça, parce que j'écoute, les uns disent ça va influencer, que ça va peser pour Marine Le Pen, d'autres pour le président. Et vous, quel est votre sentiment à vous? Je m'en fous. Je m'en fous complètement parce que ce que je veux, c'est qu'on discute de ce que font les uns et les autres avec ce qui s'est passé. Et je trouverais dramatique que, par exemple, ça renforce Marine Le Pen parce qu'elle n'a rien à dire. Donc c'est que les Français ne veulent rien. Si ça renforce Marine Le Pen, ça serait, pour moi, quelque chose de très dommageable pour la France et les Français. Très bien. Mais ça, c'est mon opinion, comme vous dites. Sonder la popularité de François Hollande et Manuel Valls une semaine après les attentats, c'est normal? C'est même une bonne idée ou c'est totalement indécent? Encore une fois, j'en ai rien à cirer. Ah, c'est quand normal. même. Mais c'est normal qu'on les sonde. On les sonde avant, après. Ça vous choque pas? On sonde Sarkozy, on sonde Marine Le Pen. Écoutez, il y a des gens qui vivent de ça. Moi, je suis pour la croissance, que l'économie avance. Très bien. Donc, sondez. D'accord. Et on m'a pas sondé, moi, alors. C'est vrai, on vous a pas sondé. Si, on essaye, là, mais enfin, là, c'est difficile. C'est difficile de vous sonder. Vous posez des questions vraiment que je dise, c'est normal. C'est les présidents de la République, les premiers ministres, ils sont sondés. Zemmour est sondé, Nolo est sondé. Très bien. Vous êtes sondé. Peut-être. Voilà. Bon, j'ai une dernière question. En 2017, le meilleur candidat écolo sera Cécile Duflot, François Hollande ou vous? Nicolas Hulot. Ah oui? Pourquoi? Vous me demandez le meilleur candidat écolo en 2017. C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je crois que Nicolas Hulot, aujourd'hui, représente une idée de l'écologie qu'on ne peut pas simplement mettre à gauche ou à droite. Et je crois que l'écologie doit se sortir d'une cage de droite ou de gauche. Est-ce que vous essayez de le convaincre de se présenter? Ou est-ce que lui vous a dit qu'il se sentait prêt ou qu'il en aurait envie? Oh, ça, Nicolas, qui vous dise qu'il se sent prêt deux ans avant, vous seriez fort, hein, forte, pardon. Alors ça veut dire que vous essayez de le pousser un peu? Moi, je suis pour qu'il soit candidat. Maintenant, on verra. C'est à lui de décider. Vous vous souvenez, pardonnez-moi, vous vous souvenez en 2012... Je pardonne rien. Vous avez raison. Moi, je pardonne tout parce que je suis au-dessus de ça. Vous vous souvenez en 2012... Pas prétentieux, Ah, vous m'avez cherché. Alors, allons-y. En 2012, il s'était fait rouler dans la farine par les petits apparatchiks des écolos. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez purgé Europe Écologie Les Verts? Attends. Si Nicolas Hulot se présente, personne d'écolo se présentera contre lui. Oui, ça. Et ils font plus de primaire comme en 2012. C'est pas la peine parce qu'il n'y aura pas d'autres candidats. Si Duflot, elle veut y aller. Non, si c'est Nicolas Hulot. Même pas vous? Oui, mais si. Mais moi. Attendez, Duflot. Duflot, je le sais, ne se présentera pas si Nicolas Hulot se présente. C'est un scoop. J'en suis sûr. Vous pouvez le dire. Non, mais ok. Est-ce qu'on peut revenir juste en arrière, parce que vous avez fini par répondre à une question dont on a été un peu surpris, un peu interdit. Quand est-ce que vous avez eu la révélation que l'écologie n'était pas plus forcément de gauche? Moi, depuis que j'ai... Oui, alors peut-être dans votre tête, mais dans vos actes... Non, dans mes actes. Alors, il fallait... Je sais pas, on n'est pas obligé de suivre ma campagne, la campagne... Non, mais enfin... Je n'arrêtais pas de dire, l'écologie n'est pas de gauche ni de droite. Aujourd'hui, l'écologie, c'est une critique qui est aussi bien du productivisme de gauche que de droite. D'accord. Et je n'ai pas arrêté. Mais politiquement, ça restait à gauche, l'écologie. Mais moi, j'ai défendu, par exemple, en Allemagne, j'ai défendu une alliance en S à Francfort avec la CDU, avec la droite. D'accord. Je dis ça dépend des situations. Moi, je suis complètement à l'aise. Je parlais de la France. Je parlais de la France où. Mais la France, c'est plutôt sur un panel de gauche, quoi. Pour moi, si vous prenez des écologistes comme Alzheimer,
Comme Vous voyez, vous avez du mal à le trouver quand même. Alors, Non, elle est sur la liste de Pécresse, elle était ministre de l'Environnement. Ah oui. Joanneau, Chantal Joanneau. Chantal Joanneau, merci, vous voyez. De rien. Ou même NKM sont des personnalités que, pour moi, je peux vous le dire, quand Europe Écologie marchait, mon rêve, c'est que NKM et Chantal Joanneau nous rejoignent. Et vous avez raison, parce que pour moi, elles sont de gauche. Ah, ça, c'est alors c'est un autre. Mais alors, si vraiment il c'est un autre problème. Droite et gauche d'après Zemmour, on Ouais. n'a pas sorti de l'auberge. Parce qu'il n'y a plus personne à droite. Tout le monde est déjà à gauche que Zemmour. Il y a que moi. Voilà. Très bien. C'est pas mal. Alors, merci en tout cas d'avoir répondu à ce petit questionnaire. On vous cerne un petit peu mieux maintenant, mais laissez-moi vous montrer ce que vous n'êtes pas. C'est dans l'anti-portrait préparé par Amandine Collongette. Je suis radicalement narcissique et je l'avoue. Tout le monde le sait, Daniel Cohn-Bendit, vous n'êtes pas discipliné. Non, Dany Lerouge, vous êtes même un agitateur, un petit trublion, et vous avez seulement 23 ans en 68 quand vous devenez un mythe, une légende. C'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Et ce n'est pas en vieillissant que vous vous êtes assagi, bien au contraire. Je comprends pas pourquoi vous vous énervez avant que j'ai dit un mot. Si on mange bien, on doit bien boire. Parce qu'une bonne musique des Rolling Stones, ça allait avec un bon joint. L'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique. Ta gueule. Vous êtes complètement fou. On a bien compris, Dany, vous êtes un trouble fait toujours en activité. Et oui, monsieur Cohn-Bendit, vous n'êtes pas au chômage. À 70 ans, vous, l'ex-député, vous faites partie de ces retraités qui travaillent, impossible de décrocher. Depuis septembre 2013, Europe 1 vous offre une vitrine pour exprimer votre humeur. D'abord, je voulais faire une chronique ce matin sur Cate Blanchett. Et parce qu'elle a eu l'Oscar, je la trouve formidable. Et même la politique, il semblerait que vous y repensiez. S'il y a une primaire à gauche, je suis prêt à réfléchir, à me présenter à la primaire à gauche. Enfin, Dany, vous n'êtes pas l'homme d'un seul pays. Ça commence dès votre naissance. Vous dites que vous êtes le fils du débarquement. Né le 4 avril 1945 à Montauban, de parents juifs allemands, vous incarnez l'Europe, vous parlez. I had a dream. Dici, quando uno posa il re di Marocco, ist legitimiert und hat seine Legitimation. Alors maintenant que l'on a dit ce que vous n'étiez pas, on peut dire ce que vous êtes, français depuis mai dernier. Bravo Dany Lerouge, parce que c'était pas gagné. Piqûre de rappel, en 68, vous avez été interdit de séjour sur le territoire français pendant 10 ans. Voilà pourquoi il fallait vous inviter. Alors, enfin français? Oui, je suis maintenant français et allemand. Et fier de l'être? D'avoir la double nationalité, absolument. Comme ça, si jamais on voulait me déchoir d'une nationalité, je passerais d'un côté de l'autre du Rhin. Vous voyez. Hein, voilà. Est-ce que vous aussi, vous afficherez votre drapeau français sur la fenêtre vendredi prochain en Non. Non? Non, je suis pas drapeau, moi. Pourquoi? Je suis pas drapeau. Je suis ni drapeau allemand, ni drapeau français. Je suis plutôt le drapeau multicolore. Voilà, c'est comme ça. Mais que si les gens ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Mais moi, personnellement, non. Je suis pas drapeau. Mais c'est très bizarre parce que mon fils, qui n'est pas français, quand on a été voir le match de foot France-Brésil en quart de finale à Francfort, il est venu en bleu, blanc, rouge. Mais il n'est pas français. Ouais, il avait juste envie de soutenir une équipe de cœur, quoi. Voilà. Donc vous verrez, c'est comme ça. Donc, mais moi, personnellement, je me balade pas avec un drapeau. Alors c'est la première fois que nous avons le plaisir de vous recevoir, et ça tombe pas à n'importe quel moment. Quand on vous voit, on pense à ces images d'archives, mai 68, on pense à certains slogans, il est interdit d'interdire, et on vous reçoit au moment où le slogan officiel, c'est qu'il est interdit de ne pas interdire. En ce moment, je voudrais juste savoir ce que ça vous inspire comme retournement. Bon, disons que la situation est quand même assez difficile en France. Alors je ne sais pas si le slogan est « il est interdit de ne pas interdire », disons que... Il n'y a presque aucune voix qui s'oppose à ça, même dans votre camp idéologique. Moi, je crois que j'aurais voté l'état d'urgence. Non pas par unité nationale, parce que je crois que, disons, les citoyens français, en France, les gens, même s'ils ne sont pas français, ont une certaine angoisse, et donc de marquer le coup, ça me paraît quelque chose de défendable. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que ce n'est pas la solution, mais c'est un moment, une réaction, et après, il faut voir comment
comment ça va se développer. Je trouve que quand même on n'a pas assez souligné que tout ce qui va avec l'état d'urgence, la censure, tout ça a été enlevé de la loi. Ce que je trouve bien, c'est-à-dire qu'on a quand même un sens des responsabilités de ceux qui l'ont fait. Et puis après, voilà, je veux dire... Oui, mais est-ce que... Ça, c'est pour 3 mois, mais enfin, ça peut être renouvelé. Est-ce que vous pensez qu'il faut... avant, d'après moi. Ah bon. Est-ce que... Alors, deuxième scoop. D'accord. Alors, d'après vous, il ne faut pas jeter le bébé démocratique avec l'eau du terrorisme? Parce que la tentation a l'air d'être grande. Oui, mais je chez un certain nombre pas. de Français. Je trouve que, en fait, François Hollande pourrait reprendre la fameuse phrase de De Gaulle, je sais plus, dans une conférence de presse, on lui disait oui, mais vous avez ces libertés sont en danger, et De Gaulle a dit, mais enfin, c'est pas à 67 ans que je vais devenir un dictateur. Conférence de presse en 58 avant de revenir au pouvoir. Et puis, c'est la même chose pour Hollande. Là, on va pallier, Mais moi, c'est pas sur Hollande, c'est sur les Français que je vous interroge. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un basculement? Est-ce que beaucoup de Français maintenant acquiescent à une forme d'état d'urgence permanent? Non, pas permanent, je ne crois pas. Je crois qu'ils acceptent sur le moment, la majorité. Il y en a des tas qui se posent des questions, et je trouve très juste de se poser des questions, d'aller voir de plus près ce qui est fait ou qui n'est pas fait. Hein, je dis pas, il faut être béni, oui, mais dans la situation actuelle, c'est une manière de sécuriser. Écoutez, c'est simple. François Hollande et le gouvernement fait l'état d'urgence et il y a un nouvel attentat. Tout le monde dirait, vous voyez, ça sert à rien. François Hollande ne fait pas l'état d'urgence et il y a un nouvel attentat, t'étais une couille molle parce que t'as pas osé l'état d'urgence. C'est un piège. Je veux dire, moi je suis, c'est vrai, dans cette situation, je suis très prudent dans les yaka faire autrement. Je suis prudent. Je regarde, je trouve qu'il y a des déclarations que je trouve insoutenables de Valls sur les réfugiés aujourd'hui. Je trouve que là, il a complètement pété les plombs. Hein, mais la situation est difficile. Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous me dites, j'aurais voté. Quelque chose, oui, ce qui est rare. Ouais. Vous me dites, j'aurais voté l'état d'urgence, et donc vous auriez voté les mesures qui ont été décidées. Pourtant, je pense à différentes choses comme l'assignation à résidence des fiches S ou les déchéances de nationalité. Les déchéances de nationalité, ce n'est pas encore voté. Ne mélangeons pas tout. Les déchéances sur les nationalités, en fait, c'est un projet. Oui. Et si vous voulez en discuter, moi je dis... Est-ce que vous voteriez ça aussi alors? Non, je vais vous dire pourquoi. Ah bah très bien, on va en parler. Je vais vous dire pourquoi. Je vous écoute. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez... je prends au hasard un terroriste d'origine marocaine. De toute façon, il ne peut pas être déchu de la nationalité marocaine, parce qu'en tant que Marocain, vous êtes fils ou fille du roi, et donc de toute façon, que vous ayez quelque chose à voir. Donc on peut le déchoir de la nationalité française. Oui, mais ça sert à quoi? À l'expulser. À l'expulser vers le Maroc, qui va déstabiliser le Maroc, et que si le Maroc est déstabilisé ou l'Algérie est déstabilisée, est-ce que ça sera plus de sécurité pour la France? Faire déstabiliser le Maroc que la France. Vous faites une erreur, jeune homme, une erreur fondamentale. Oui, mais parce que si vous voulez, on faut choisir entre deux mots. C'est moi qui est interviewé. Mais alors, je suis là pour répondre aussi. Non, mais j'ai pas fini. Non, mais vous n'êtes pas un notaire ici, hein, donc on peut parler. Hein. Non, oui, mais il faut toujours attendre que j'ai fini pour me répondre. Sans ça, vous savez pas ce que je vais dire. Mais si, allez-y. Ah, vous savez ce que je vais dire. Mais là, je répondais à ce que vous veniez de dire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une stratégie de l'État islamique de déstabilisation qui va de la Syrie, passant par l'Irak, après vous passez par l'Afrique, Boko Haram, et vous arrivez au point l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et que la sécurité de la France passe par la sécurité de ces pays. Donc d'expulser des terroristes qui n'ont jamais vécu dans ces pays, ça me paraît, et c'est une fausse bonne idée. Donc, vous êtes contre? Je l'ai dit au début. Non, mais c'est intéressant, parce que moi, je pense que ça va être voté, et que, moi, évidemment... Mais en démocratie, on n'est pas obligé d'être pour tout ce qui va être voté. Je suis d'accord, voilà. Je suis contre tout ce qui a été voté depuis 10 ans, donc je suis bien d'accord avec vous. Donc en revanche, là, je suis, moi, pour, et je trouve que il faudrait la massifier même, et que la gauche est en train de renier tout ce qu'elle a adoré. Vous m'accorderez quand même que l'Hollande prend dans le programme des Républicains, voire du Front National, tout ce qu'il décide aujourd'hui. Je ne suis pas d'abord du gouvernement. Donc, vous êtes à gauche, vous défendez la majorité? Non.
Non. Non, moi je suis pour une sortie beaucoup plus rapide du nucléaire. Je ne défends pas la majorité. Je suis pour une autre politique, par exemple en ce qui concerne les réfugiés. Je ne défends pas la majorité. Donc il y a des tas de choses. Je suis capable, quand la droite propose des choses que je trouve intelligentes, de dire oui. Je suis capable quand la gauche propose et quand les écologistes proposent quelque chose d'intelligent. Là où j'ai des difficultés, c'est quand Zemmour ou Marine Le Pen proposent quelque chose, je suis pas capable d'écouter. Oui, sauf que là, le gouvernement va prendre des choses. C'est ma faute. Mais oui, c'est ma faute. Je l'avoue. C'est votre sectarisme habituel, vous savez, on a l'habitude. Mais je suis quand même pas mal ouvert pour quelqu'un qui accepte. Non, parce que tous ces gens pensent la même chose, donc c'est normal que vous soyez ouvert. Ils pensent comme vous, donc c'est logique. Oui, de toute façon, il y a qu'Éric Zemmour dans France qui pense. Donc les autres sont tous la même chose, etc. Il y a des limites. Il y a des limites même à la paranoïa d'Éric Zemmour. Voilà, on est là-bas. Voilà, on a troisième scoop. Vous voyez, alors justement, Éric Zemmour ne sait pas tout. Ah, heureusement, grâce à Dieu. Sinon, je serais... Bon, alors, même quand je serais mort, d'accord, vous êtes pour la déchéance. Bon, très bien. Non, mais je voulais. Alors avançons, oui. Messieurs, avançons. Alors, je voudrais aller sur le fond des sujets, parce que vous avez répondu tout à l'heure, on vous a dit est-ce que vous preniez le drapeau, et vous avez dit non, je suis pas drapeau, c'est tout à fait votre droit. Mais bien sûr. Et j'ai lu une interview, un débat très intéressant entre vous et Tillinac dans le Figaro. C'était il y a 15 jours, je crois. Il est sympa, Philippe Tillinac. Il est sympa. Très sympa, très sympathique. Et non, mais c'est vrai. Il a parlé foot. Mais je sais bien. D'accord. Il est très sympa. Et on vous posait la question pour savoir qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce qu'un peuple français. Tillinac répondait la réponse assez traditionnelle depuis Renan, c'est-à-dire une histoire qu'on connaît, qu'on aime et qu'on veut prolonger, un mode de vie, etc. Et vous aviez cette réponse qui, moi, ne m'a pas étonné, mais au moins vous assumiez vos choix. Vous disiez le peuple, ça n'existe pas, il n'y a pas de peuple français. Il n'y a que des, je ne sais plus la suite de votre réponse, mais il n'y a plus que des citoyens, etc. Et il n'y a plus que, c'est déjà pas mal. Oui, mais le fait, la condescendance. Oh, il n'y a que des citoyens. Je veux dire par rapport au oui. Dans une république, c'est important. Tout à fait. Qui n'est pas citoyen ne peut pas faire construire et faire avancer une république. Absolument d'accord. Mais dans la République, donc c'est déjà pas mal. Dans la République française, c'est lié aussi à la conception de peuple français et de nation française. Et attendez, je finis ma démonstration et je vous laisse la réponse. Ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'aujourd'hui, j'espère que ça vous intéresse ce que vous pensez. Non, pas ce que vous pensez. Ah bon, ça m'intéresse. Parce que ce qui m'intéresse, je pense. Parce que quand vous dites c'est pas ce qui a été dit. Pardon. Quand vous dites qu'il n'y a pas de peuple français, en revanche, vous pensez qu'il y a une Europe qui doit se construire, et vous avez toujours pensé qu'en gros, les Allemands et les Français seraient dans l'avenir ce qu'ont été les Bretons et les Auvergnats. La vieille exorde de Victor Hugo disant cela, je vous la donnerai, ça va vous intéresser, il a toujours dit ça. Maintenant, j'ai le sentiment... C'est déjà pas mal pour moi. Mais c'est pour ça que Victor Hugo. Alors, vous voyez. Alors on va y arriver. Je deviens plus grand là. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez perdu. C'est-à-dire que non seulement l'Europe nous laisse toute seule, que non seulement l'Europe se fiche complètement, à part des mots de compassion, de notre destin national. Troisièmement, au moment du vrai danger, tout le monde prend son drapeau bleu, blanc, rouge et non pas bleu avec des petites étoiles et chante la Marseillaise et non pas l'hymne de Beethoven à la joie. Et enfin, et j'en ai fini, en revanche, là où vous avez gagné, c'est dans la désintégration du peuple français et qui conduit à la situation aujourd'hui de pré-guerre civile. À vous tout seul, monsieur Cohn-Bendit. Oui. Bravo. Attention. Moi, il n'est pas tout seul. Victor Hugo de la désintégration. On vous écoute. y aller. Alors, voilà. D'abord, oui, j'ai perdu quand on regarde la situation de l'Europe aujourd'hui. Merci. Je ne le dis pas. Seulement, je suis absolument persuadé que pour répondre aux drames auxquels nous sommes confrontés, pour répondre aux problèmes de la dégradation climatique, pour répondre à la mondialisation, il n'y a qu'une solution qui passe par l'Europe. Donc mon combat, c'est vrai, il y a des moments où on perd. Quand la France était pétiniste, les républicains français avaient perdu. Et ça ne veut pas dire qu'ils avaient perdu la France. C'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet, je vous donne un exemple pour vous aider à penser. Pour un poney, parce que des fois dans la vie, il faut... Monsieur est trop bon. Voilà, mais j'ai décidé aujourd'hui d'être communique et d'être gentil avec tout le monde. Donc je continue. Tant mieux, merci. Je continue.
je crois donc qu'effectivement, nous avons besoin d'une Europe. Et quand on dit, et c'est là où moi j'ai été blessé, sur par exemple l'incapacité de l'Europe, quand on parle de la répartition des réfugiés, que je trouve que moi je suis blessé. Mais je me rappelle qu'il y a 2 ans, quand les Italiens ont demandé aux Français et aux Allemands une répartition parce qu'ils n'y arrivaient plus, on leur a montré l'épaule, on a dit allez vous faire voir, va fanculo pour dire en français. Hein? Donc je veux dire que le problème il est là, c'est que la défaite, c'est que nous, les pro-européens, hein, ici je ne suis pas le dernier, mais il y en a, c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont secoués, tant qu'on n'aura pas réussi à faire comprendre à nos populations, françaises, allemandes, italiennes, etc., que nous avons besoin les uns des autres pour répondre aux questions et aux problèmes d'aujourd'hui, tant que nous n'aurons pas réussi cela, eh bien, les problèmes seront beaucoup plus difficiles pour les Français, beaucoup difficiles pour les Allemands. Non mais c'est faux. C'est l'Europe qui a aggravé tous les problèmes depuis 30 ans. Éric Nolot. On avance. Mais pas baratin du tout. C'est le baratin européen. Avançons. Mais j'ai pas fait. Je donne un exemple. La solution à la dégradation climatique, ce n'est pas... c'est pas l'Europe, c'est le monde entier. Maintenant, j'ai le droit. Hein, c'est le monde entier. Mais non, mais le monde est... L'Europe est la seule masse critique capable d'avoir une influence dans les négociations, et ça, on le voit. Deuxièmement, sur le problème des réfugiés, aucun pays seul n'arrivera à répondre d'une manière humanitaire à ce problème. Parce qu'on veut répondre de manière humanitaire, on n'est pas obligé de répondre de manière humanitaire. Alors je vous dis une chose, moi je vous regarde dans les yeux. Ben, moi aussi. 1938. Oh. 19... Ah, ça y est. Hey, tu non te mais le chantage aux Juifs, je la connais pas. Non, mais j'ai le droit quand même. Et toi, tu vas te tenir debout là maintenant. 1938, 37 pays doivent se poser la question, les Juifs allemands, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'ils veulent partir d'Allemagne. Ils ont commencé à négocier. Et là, les gens ont dit, oui, mais il n'y a pas que les Juifs allemands, il y a les Juifs polonais, il y a les Juifs roumains, plusieurs millions. Et là, on a dit une chose. Tous les pays, les Américains, les Anglais, les Français ont dit, on ne peut pas absorber tous les Juifs qui sont en déshérence. Ça a été terrible. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, une solution humanitaire rehausse l'humanité et abaisse ceux qui ne la veulent pas. Très bien. Voilà ce que je dis à monsieur Zemmour. Mais arrête la guerre, ne t'arrête pas comme ça. Et le chantage, l'extermination des Juifs, c'est indigne. Eric, on passe à Ça fait 40 ans que ça marche comme ça. Écoute, ça a parlé de l'extermination. En 38, il n'y avait pas d'extermination. Oui, mais sauf que c'est fini comme ça. Mais on ne le savait pas en 38. D'accord. Alors on va passer à autre chose, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Non, tu n'es pas d'accord. Non, tu n'es pas d'accord. C'est très bien, même toi, les Allemands. Tu les aurais laissés crever. Alors c'est pas le débat. C'est ça que tu es. Ce n'est pas le débat. Passons à autre chose. Et c'est du sentimentalisme à 2 balles. Parce qu'à chaque fois et ça ne marche pas. Non, vraiment, s'il vous plaît. Que je dis humanitaire, il y a un Zemmour qui passe par là. L'humanitaire, c'est terrible. Et moi, je préfère l'humanitaire à l'arrogance, à la manière dont Alors on vous a entendu, on vous a entendu, messieurs, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, sinon on ne pourra pas continuer l'émission. Qui nous mène et qui mène le pays à la destruction et à la guerre. Alors, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. S'il vous plaît, c'est vraiment pas le débat. Ouais, voilà, c'est ça. Revenons un peu. Non, on va juste avancer. Ce que vous avez fait. De temps en temps. Ce que vous avez fait. Je voudrais qu'on revienne à... Ah là là, c'est quand même... Calmons-nous, Moi aussi, je savais qu'elle allait sortir ça. Moi, ça va très bien. Revenons à cette période étrange que nous vivons. Je ne parle pas seulement depuis le 13 novembre, depuis quelques années. Vous êtes bien placé pour le savoir. Dans le champ intellectuel, la gauche a régné de manière hégémonique. Il était très difficile de ne pas être de gauche. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et même d'une certaine gauche. Là, c'est plutôt moi qui suis bien placé pour le savoir. Je trouve que c'est une chance pour les gens de gauche. On est obligé de refonder une pensée de gauche. C'est les gens de droite qui dominent en ce moment, Zemmour et ses frères de pensée. Je voudrais vous demander, avec peut-être autant de passion mais moins de décibels, autour de quelles idées forces on peut refonder aujourd'hui une pensée de gauche qui est bien mal en point. D'abord, c'est vrai que c'est pas, je sais pas si c'est une chance, mais c'est une absolue nécessité de refonder une pensée. Alors moi, je dirais, pour pas réduire à la gauche, une pensée humaniste, une pensée solidaire,
nombril d'une nation, d'un pays seulement, de voir d'abord ce pays dans sa totalité, donc la solidarité dans ce pays, mais aussi d'avoir une vision planétaire. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le seul moyen, si on veut, de se sortir des conflits dans lesquels nous sommes, et nous sommes empêtrés, j'ai entendu tout à l'heure le débat que vous avez, c'était tellement compliqué qu'on ne savait pas avec qui, comment, etc., c'est d'avoir une vision planétaire. Et c'est pour ça que pour moi, le grand débat qui structure aussi la gauche et qui va obliger beaucoup de gens de gauche à penser, c'est entre souverainisme et nationalisme. C'est sûr, la grande, c'est une grande divergence. Et là, vous voyez des souverainistes de gauche, ou des gens soi-disant de gauche, et de droite, qui sont ensemble. Donc pour moi, la question européenne est un moment crucial dans la pensée de rénovation de ce que j'appelle une pensée humaniste, c'est-à-dire quel est le rôle de l'Europe face à la mondialisation, donc le rôle de l'Europe d'une Europe sociale, qu'est-ce qu'est une Europe sociale, solidaire, quelle est la manière de réguler un marché, et surtout, quel est le rôle culturel de la protection de nos cultures réciproques qui ne doivent pas tomber dans l'hégémonie qui va que dans une direction, par exemple l'hégémonie d'une certaine culture américaine. Non pas que la culture américaine soit toujours très mauvaise, au contraire. Vous allez au cinéma, moi aussi. Moi aussi, donc ça. Mais je donne un exemple. Les grands contes sont des contes européens qu'on connaît. Perrault, les frères Grimm, etc. Eh bien, ils ont été au cinéma presque tout le temps par Walt Disney. Je trouve que c'est notre histoire. Nous devrons être capables de donner à nos enfants les images, la sensibilité. Mais le gros problème qui se pose, c'est que là, vous vous inscrivez dans le temps long. Or, vous voyez bien les arguments qu'utilise Zemmour. Zemmour dit, par exemple, il faut les déchoir de leur nationalité, qui est une réponse immédiate. Vous pariez sur le temps long. Est-ce que c'est audible dans la situation qu'on vit? C'est une des grandes difficultés. Ben oui. Non, mais je vous donne, par exemple, c'est la grande difficulté de l'écologie. C'est la grande difficulté de la lutte contre le réchauffement climatique. La lutte contre le réchauffement climatique, vous dites, nous devons prendre des mesures immédiates pour que la dégradation ne soit pas catastrophique dans 30 ans. Ouais. Dans 30 ans. Donc vous sortez, on est aujourd'hui obligé de sortir de l'immédiat. Et les citoyens vous disent, oui, mais mon chômage, ils ont le droit. Mais c'est ça le problème de la politique aujourd'hui, c'est que vous devez allier des réponses immédiates à la mise en perspective, parce que c'est justement cette mise en perspective qui vous donne une dimension, une compréhension et peut-être une autre compréhension d'un avenir possible. Et ça, c'est la rénovation de la... Moi, je vais vous dire, quand... moi, Onfray, par exemple, son livre sur Camille, j'ai aimé. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais quand Onfray me dit, moi, je comprends le peuple, parce que ma mère était femme de ménage, je dis, mais on est dans quel monde? Alors moi, je comprends les réfugiés, parce que mes parents étaient réfugiés, c'est d'un déterminisme social absolument, c'est la fin de la pensée. Hein, dites-moi qui étaient tes parents et je vais dire ce que tu vas penser. Normalement, la gauche, c'est même le contraire. C'est s'arracher du déterminisme social. Je veux dire, même si on était pour Camus contre Sartre, on doit quand même, moi je reste en ça existentialiste, c'est-à-dire on fait sa vie. On n'est pas déterminé, en principe. En partie. Bah oui, mais c'est dans les moments cruciaux qu'on voit si on est capable, si des citoyens sont capables, si une nation est capable de se surmonter ou pas. Voilà. Je veux dire, tout le monde en France n'était pas de Gaulle. Tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, alors. Bon, alors, moi, je vous écoute attentivement, religieusement même. J'espère. Et je constate que vous partez dans un grand discours que je ne qualifierais pas de logorée, parce que moi aussi j'ai décidé d'aimer tout le monde ce soir. Un grand discours européen dans lequel vous nous expliquez qu'il faut faire comprendre aux gens que les solutions sont européennes dans la mondialisation pour faire masse, pour réguler la mondialisation. Sauf que on nous tient ce discours à peu près. Non, on le fait pas. Attendez. On le fait pas. Laissez-moi finir. Non. On tient le discours depuis à peu près 20 ans, et c'est pas qu'on ne le fait pas, pardonnez-moi.
on fait exactement le contraire. Le projet européen depuis 20 ans, depuis même le l'acte unique du milieu des années 80, c'est justement d'immerger l'Europe dans la mondialisation, d'enlever toutes les frontières, et donc de la soumettre à la mondialisation. Ah non, c'est vous qui avez été très long là, je suis désolé. Bah oui, mais donc je vous laisse. Alors, allez-y. Donc on revient à mon que je rénove la gauche. Donc si je le fais en 30 secondes, ça va pas être très intelligent. C'est l'idéal. Donc laissez-moi encore une minute, simplement pour vous dire que donc on revient à votre utopie européenne, qui correspond tout à fait à ce que disait, vous avez cité le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Vous avez voulu faire une omelette européenne avec les œufs durs qu'étaient les nations. Vous échouerez sans cesse. Et en revanche, en attendant, vous avez brisé les œufs. Inch'Allah. Voilà ce que je vous reproche depuis le début. S'ils étaient durs, je peux pas les briser. Si, mais justement, vous les avez cassés. On ne casse pas les œufs durs. On peut casser les œufs quand ils sont pas durs, mais quand ils sont durs, on peut pas les casser. En l'occurrence, Zemmour, il faut reprendre ta Torah, pas autrement. Ça marche pas. Ça marche pas. Très bien. Alors, d'accord. Encore une fois, on peut pas dire. Moi, je suis d'accord qu'il y a des tas de. Disons que l'Europe s'est immergée un moment dans une logorée libérale, où on n'a pas, et moi je suis pas anti-libéral comme ça, moi non plus. Épidermique, je dis on n'a pas réussi à faire la part des choses. Mais une chose est certaine, quand on a fait par exemple la politique agricole commune, c'était une politique agricole commune qu'on a fait parce que les États européens, à l'époque, n'étaient plus capables de se nourrir. C'est pas vrai. Mais, oui, non, c'est pas vrai, d'accord. Rien n'est vrai quand on dit quelque chose. Mais moi, je prétends. Alors, finissez sur cet exemple. Donc, oui, non, d'accord. Le général de Gaulle a échangé. Attendez, on va pas relancer le débat sur la PAC. Le général. Mais non, mais parce que c'est faux. Alors, mais ça, c'est faux. Mais moi, si à chaque fois que ça, tu dis quelque chose de faux, j'intervenais, tu parles jamais. Non, mais vous parlez qu'en mythe. Vous ne parlez qu'en mythe, c'est pas ma faute. Est-ce que je peux finir? Terminez. Où vous voulez en venir? Je veux en venir qu'il y a eu des moments où la construction européenne se dépassait justement et le partage de souveraineté nous donnait les possibilités. Et on l'a vu jusqu'à la crise financière et l'union bancaire, etc. On voit très bien où l'Europe est plus forte que les économies nationales ou les finances nationales. Et puis, je reviens à l'exemple qui est quand même le meilleur exemple. L'Europe n'est pas assez ambitieuse sur le réchauffement climatique, mais a pris quand même un certain nombre de décisions qui met l'Europe de loin en avant dans les négociations. Très bien. Et ça, c'était pas possible si c'était une nation simplement. Ça n'aurait pas eu cet effet. Ok. Alors, on y répondra juste après parce qu'il y a Tanguy Pastureau qui attend juste là derrière, en coulisses. On l'accueille tout de suite. Si, on va vous amener ça tout de suite. Tanguy Pastureau. Excusez-moi de vous interrompre, j'ai mauvaise conscience quoi. Ah bah ça c'est vrai. Ben voilà. Alors tu peux repartir si tu veux. Une bonne ambiance pour un billet humoristique. Non, on le garde. Une bonne petite ambiance là. Cette semaine est arrivé le dieu de l'amour, Alain Juppé, Vénus, mais avec des testicules, a organisé à Bordeaux une marche interreligieuse avec un prêtre, un rabbin, un imam. S'il avait trouvé un moine tibétain ou un adepte de Raël, il prenait aussi. Regardez que des barbus. D'habitude, pour voir autant de poils, il faut descendre 80 km au sud, sur les plages nudistes des Landes en août. Juppé réunit, mais tout le monde, c'est le seul hippie sans cheveux. À 70 ans, il vit ce que vous avez vécu à 20, monsieur Cohn-Bendit. Il doit bouffer des space cakes aussi, c'est pour ça qu'il se voit déjà à l'Élysée. Il y sera. Ah. Si. On en discutera après alors. Ce que vous voulez. Intéressant. Encore un scoop? Encore un scoop. Cette semaine, Florian Philippot du FN a repris sa campagne en Alsace. Donc, traduction, il s'en est mis plein le cornet. Il a commencé par boire des coups avec des soulards locaux. Puis, à 3 grammes, regardez, est reparti avec la bouteille. Et ça a fini au vin chaud sur un marché de Noël à dragouiller la gueuse. Un Philippot, c'est le physique de Petit Gibus et la descente de Benoît Poulvord. Cette semaine, Christian Estrosi a chanté la Marseillaise, comme tout le monde, mais à côté d'une saucisse cocktail géante, qui, en regardant bien, était en fait une dame boudinée dans le futal de cuir extra slim emprunté à sa fille. Pour le lui retirer, on a fait appel à une équipe de désincarcération qui d'habitude bosse sur la 13. Cette semaine, les maires réunis en congrès ont eux aussi entonné la Marseillaise,
sauf Juppé qui a chanté « Laissons entrer le soleil » de Julien Clerc avant de rejoindre ses amis d'Hare Krishna qui faisaient l'amour en coulisses. Le congrès des maires, comment vous dire, ça ressemble à une élection de Miss France, mais habillée et où tout le monde gagne. Ensuite, Barouin, le seul blanc à avoir la voix de Barry White en pleine montée de sève, a chanté aussi. Et là, tout le monde s'est tu, évidemment. Quel organe, quel concert. Cette semaine, Valérie Pécresse a souligné le fait qu'Abaoud, le cerveau présumé, parce qu'on ne sait pas s'il en avait un, en fait, Non, des attentats à Paris, avait fraudé le métro. Il a assassiné, semé la terreur et en plus n'a pas pris de ticket. Hein, et si ça se trouve, l'un mène à l'autre. Dans ce cas, on a été dirigé 12 ans par Jacques Abdelatif Al-Chirac, le seul terroriste persécuté par sa femme. Cette semaine, Xavier Bertrand, comique spécialisé dans les calembours, a continué sa tournée. Hein, souvenez-vous, je vous avais parlé de son meeting dans le village de Bresles, hein, sa fameuse réunion publique de Bresles. Eh bien, il a fait encore plus fort, hein, puisqu'il s'est produit à Cuc. Voilà, il a été parfait. Hein, c'est le candidat au poil de Cuc. Voilà, à ce rythme-là, Laurent Ruquier va se retrouver au Pôle emploi. Cette semaine, François Bayrou, participant à un colloque sur l'enfance, a parlé devant des Legos géants. Hein, on dirait qu'il vient juste de les pondre. Les enfants, le prenant pour un gros Playmobil, ont essayé de le tripoter, soit pile l'inverse de ce qui se passe pendant les vacances des Français au Maroc. Scandale. Cette semaine, François Hollande, le nouveau G.I. Joe, a rencontré David Cameron, Obama, Merkel, la Poutine et dimanche le Chinois Xi Jinping. 5 nationalités, 3 couleurs en 5 jours. C'est plus un président, c'est une pub Benetton. En une semaine, il a fait son année Erasmus, à la seule différence qu'il n'a pas chopé de MST. Cette semaine, Marine Le Pen s'est rendue au Millepol, le salon de la sécurité intérieure, le seul dans lequel, si vous dites à un copain « alors ça boum », vous vous faites abattre. Alors elle a testé cette très discrète paire de lunettes déshabilleuse. Hein, si Robocop avait fait une fille à la Belle des Chances, elle ressemblerait à peu près à ça. Avec, elle a pu voir bien, les organes de Florian Philippot à travers sa peau. Donc tout le circuit du vin alsacien, hein, c'est sa route des vins à elle. Cette semaine, John Kerry, l'Américain à mâchoire en forme de Rubik's Cube, s'est rendu en Israël pour tenter d'apaiser le climat, ce qui ne sert à rien, puisque le seul à pouvoir faire la paix là-bas, c'est Alain Juppé, hein, le Gandhi girondin. Les Juifs le kiffent, les musulmans aussi, les hindouistes l'adorent, et Christine Boutin la nuit rêve qu'ils font l'amour à l'hôtel, celui de l'église bien sûr. Cette semaine, Fleur Pellerin a voulu résister à Daesh, mais elle ne pouvait pas aller en terrasse parce qu'il aurait fallu lire la carte des boissons et elle déteste lire. À la place, elle a donc vu la comédie musicale de France Gall, Résiste. Ah bah oui. Hein, ça évite de se fouler. Si en 42 on l'avait joué, franchement, mais Lucie Aubrac aurait fait ça aussi. Hein, c'est la résistance pour les nuls. Enfin, cette semaine, c'est terrible, le froid est revenu. Et Valérie Brochard a enfilé son vieux pull à torsade en laine de boule du Larzac. Mais c'est pas vrai. Oh mon Dieu, encore une fan de Juppé, quoi. Une hippie. Quelle belle semaine. Mais c'est horrible. Quelle belle semaine ça a été. Peace and love. Merci. Merci Tanguy. Ça m'arrache la bouche de le dire, mais merci quand même. Ah oui, superbe. C'est ma grand-mère qui l'a tricoté, j'en suis très fière. Dany ? Oui. Alors Alain Juppé en 2017 ? Bah, je trouve qu'il faudra un président qui arrive à rassembler. Je prétends pas que Alain Juppé va transformer la France. Mais il est le seul, peut-être par son look Hare Krishna maintenant, à pouvoir apaiser ce pays. Donc vous y croyez vraiment? Pour vous, c'est... J'y crois, je trouve. Vous vous souvenez comme il l'a apaisé en 95 Oui, mais justement, il a évolué. Il a évolué. Moi, je trouve que ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Oui, mais c'est comme si on dit, Dany, c'est mai 68. Non. Mais à 70 berges, il a plus 23 ans. Et justement, hein? Et là, moi, je trouve qu'il a été... c'est dur de lui demander à ça, lui. Non, si, justement, parce que... Non, alors c'est pas pour être désobligeante, c'est parce que vous l'avez dit. Le premier chancelier allemand, Adenauer, est devenu chancelier à 81 ans. Et De Gaulle à 68 ans. Donc, je vois pas le problème. Il y restait plus d'un an. Et Clémenceau était très vieux aussi. Donc, je crois pas que c'est le problème de l'âge. Encore une fois, si je vois tous les candidats possibles... Hein, c'est que ça, je peux en rêver sur la planète. Zemmour président, par exemple, ça, je pars tout de suite à Honolulu et j'attends que ça se passe. Faut vraiment que je me présente. Mais je crois que oui, je vois Alain Juppé président et gagner. Donc la chose est simple. Si à la primaire de droite, il y a 1 million de votants, c'est Sarko et ça va être terrible. S'il y a 3 millions de votants,
eh bien, ça sera Alain Juppé. Très bien. Alors, j'ai un autre petit élément à vous... On les note tous, hein. On vous réinvitera. Nous sommes allés dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée et voici ce que les députés disent de vous. Les colonnades sont préparées par Amandine Colomb. La victoire des Républicains au régional, c'est Certain. pas du tout souhaitable. Souhaitable. Un souhait? Ah, ben c'est pas ce que je souhaite. Ah, c'est compliqué. Probable. C'est pas fatal, inéluctable. Probable, mais on aurait tort d'y aller en sifflotant et la fleur au bout du fusil. Si j'étais le pape, je... Oula. Ça m'étonnerait que je sois jamais le papa. Bénirait tout le monde. Continuerai à réformer. Pardonnerai vos péchés. Ah, moi je me vois pas du tout être pape, je suis désolé. Bah, je serais peut-être plus funky que François. Je prierai pour la France. Votre contribution pour la COP21, c'est... Faire attention à ce que la lumière soit éteinte. Venir en train tous les mardis. Monter à pied les escaliers. Faire un peu de tri sélectif. Je cherche, hein, déjà que je me taise, c'est catastrophique comme réponse. Racheter un vélo. Rouler électrique. Et peut-être changer ma voiture diesel. Cohn-Bendit président, c'est... Une blague. J'aurais un peu de mal, je vous le cache pas. Président de la République. Président de l'association des boulistes de son quartier, oui, très bien, je soutiens. C'est une vraie blague. Catastrophe. Une hérésie. Peu vraisemblable. Le président de quoi Possible. Pas très sympa, hein, les députés avec vous. Hein. Sauf pour Yamir Chahi à la fin. Vous l'avez payé, non? J'avoue que s'ils avaient dit autre chose, je me serais posé des problèmes. Ah. Enfin, je vois pas pourquoi des députés... je vois pas pourquoi je les respecterais. D'abord, si vraiment ils disaient des choses sympas sur moi, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce que je dis. Très bien. Pas grave. Je reviens sur un petit élément. Je trouve que si vous voulez faire des choses intéressantes, il faut pas aller dans ces milieux de l'Assemblée. Ah. Il n'en sort jamais dans les micro-trottoirs. Enfin, c'est pas des trottoirs là-bas de l'Assemblée. Les 4 colonnes. Jamais très intéressants. Une petite question sur la COP 21. Ce sera quoi votre contribution à vous? Ah bah moi, ça fait 3 ans qu'on y a travaillé quand j'étais encore au Parlement européen, et maintenant j'ai pas une contribution personnelle. Moi, j'ai une voiture qui roule au GPL. Je roule pratiquement pas du tout en voiture, en ville. Vous prenez les transports en commun? Le vélo. Très bien. Le vélo. Je prends le plus souvent possible le train, sauf si je viens de trop loin, comme de Berlin, par exemple. C'est quand même un peu long. Et puis, je commence lentement, mais c'est vrai que c'est difficile, à manger moins de viande, à manger moins de poisson, et donc de rééquilibrer un peu ma nourriture. Mais bon, est-ce que c'est difficile de mobiliser les citoyens pour la COP21 à 5 jours là, de son démarrage? Oui et non. Je crois qu'il y a une prise de conscience des citoyens qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Ce qui est difficile, c'est que les citoyens acceptent vraiment une remise en question de certaines facettes de nos modes de vie. Ça, c'est pas facile. Comment on fait pour les amener à ça? On attend la catastrophe. Ah. Non. Ça changera après une catastrophe. Oui, moi, c'est ma conviction. Oui, malheureusement, la seule qui est changée après la Fukushima, c'est Merkel. Ben oui. Hein, alors que... Ça a été une catastrophe aussi parce que du coup, elle a actionné le charbon. Alors, encore une fois, l'Allemagne est en train de réduire le charbon et qu'aujourd'hui, ils sortent beaucoup plus rapidement du charbon que les Français sortent du nucléaire. Et on terminera là-dessus. On terminera là-dessus, mais on vous réinvitera. Et de toute façon, avec vous, rien n'a à voir si c'est pas vous qui le dites. Alors là, c'est vrai. Bon, très bien. Voilà. Si je relance, l'émission. Mais vous reviendrez, Daniel. Vous reviendrez. Merci encore 1000 fois. Avec Moël-Eras. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre émission, d'avoir participé à notre émission. Zemmour et Nolo, c'est fini. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez zen, vraiment, et bonne soirée.